Rav Etan Fison Shalom. Shavracha. Rav, j'ai préparé cette interview et voilà, je vais pas faire ce que j'ai préparé parce que je suis l'actualité malheureusement et il s'est passé quelque chose et je suis révolté, révolutionné, on n'est pas content, Ça. voilà. J'hésite à aller dans le nord, m'acheter une baraque et faire éteindre la télé et planter des légumes et avoir des chèvres. Bon, ça n'a rien à voir avec l'actualité. C'est ton projet depuis 10 ans. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu hier, nous sommes pour être bien clair avec tout le monde, le lundi 30 mars. Il est 17h12, nous sommes au Machon Meir à Jérusalem. Il y a eu hier 3 tentatives d'attentats terroristes dans la Judée-Samarie, en Judée-Samarie en Israël. Attentats terroristes, je veux bien dire que c'est pas forcément des bombes qui ont été posées comme ce qu'il y a eu, en France face, à la banque, des États-Unis. Ça peut être des jets de pierre. Un jet de pierre est un attentat. Si vous conduisez, vous êtes à 80 km/h, vous prenez une pierre sur la vitre, vous faites un faux mouvement, vous risquez votre vie à 100%. L'objectif est de tuer la personne qui est dans la voiture. Personne n'a de doute sur ça. Bref, il y a eu ces 3 tentatives-là. Un gdoud, Une, un bataillon. un bataillon de réservistes de Nahal Haredi est intervenu sur une des informations qu'ils ont eues, qu'il y avait des gens qui étaient sur une route et qu'il y avait un risque de pigouin, d'attentat. Ils y sont allés. Ils ont demandé à tout le monde de se mettre par terre. Au milieu de ce groupe d'individus, il y avait un journaliste de CNN. Bien sûr, il a essayé de chauffer l'affaire, machin. Pourquoi vous faites ça? Le village, il n'est pas à vous, il est aux Palestiniens, et tatata. Le juif répondant, bah attends, c'est à nous, bientôt on viendra et ce sera tout à nous, tatata. Bref, en somme toute, une journée normale en Judée-Samarie. Pour ceux qui y ont déjà allé, pour ceux qui ont fait l'armée là-bas, rien de choquant dans tout ça. Mais ce qui a été choquant, et là, pour moi, c'est le choc, hein, c'est la réaction de l'état-major et du chef de l'état-major, Eyal Zamir, qui a envoyé une lettre. Belle lettre qu'il a pris le temps de répondre entre 2 attaques, en Iran et qui dit, que je prends tout ce bataillon-là, donc on parle à peu près de 500 personnes et je les envoie en formation à Baflachish. Je les retire du terrain, je les envoie à Baflachish qui est pour ceux qui sont allés, c'est un terrain avec des tentes, voilà et il y a rien d'autre et le but, c'est de faire de l'entraînement, de la formation, voilà, il y aura des jeunes de 18-19 ans, des jeunes filles qui vont expliquer à des papas, de 30 ans, 35 ans, comment il faut se comporter avec des terroristes ou avec des potentiels terroristes. Heu, 1re réaction à Ravacho, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, avant de réagir sur à mon avis, ce qu'il faut faire, ou le pourquoi on est arrivé là, il faut savoir que Nahal Haredi, donc c'est une unité qui a été à la base créée pour enrôler les personnes orthodoxes. Et l'une des particularités de Nahal Haredi, c'est que lorsque tu faisais ton service militaire, donc tu avais déjà un service qui était plus court, c'était pas 3 ans, c'était 2 ans, et la troisième année, tu l'as passé en tant que tu étais plus ou moins soldat, mais tu allais à la yeshiva, ou un truc comme ça, et tu faisais pas de milouim. C'est-à-dire tu n'étais pas obligé de faire des périodes de réserve. Tu pouvais décider d'être mitnadev en milouim, donc de proposer des services comme étant bénévole pour faire des périodes de réserve, et tu n'étais pas obligé. Donc, tous ces gens-là qui étaient en Milouim, c'est des gens qui, non seulement ont fait l'armée, mais en plus, on ne les a pas obligés de continuer à venir défendre leur pays quand ils sont mariés, avec des enfants, tout ça, machin, mais ils le font quand même. Donc déjà, on parle de l'intégrité des gens sur le terrain, on parle de gens extraordinaires, déjà. Ça ne veut pas dire que les personnes qui font les Milouim parce qu'ils sont obligés, ils ne sont pas extraordinaires. Mais je veux dire, on parle de gens que tu ne peux pas mettre en doute leur volonté d'aider le pays. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a toujours la réalité de, comme tu dis, une jeune fille de 18 ans qui va m'expliquer à moi, qui est 40 ans et qui est super de 7 enfants, comment on se comporte avec des gens, alors que toi, tu n'as jamais vu le terrain, tu n'as jamais vu le terroriste, et ainsi de suite. Moi, ça me rappelle une fois, on avait fait une opération, ça a été très violent, machin, nanana, et ils nous avaient demandé après, de chacun de l'unité, de passer devant un psy de l'armée pour parler, machin. Et je suis rentré dans la pièce et j'ai dit au docteur, je lui ai dit, juste avant qu'on commence la discussion,
Combien de fois vous avez été en situation où il y a des tirs au-dessus de vous et il y a des copains qui sont là et qui tombent pas? Combien de fois vous avez été dans cette situation-là? Elle dit: «0». Je dis: «Bah, donc c'est pas la peine qu'on discute. Allez, bye, j'ai fini. De quoi tu veux qu'on parle?» Donc la première réaction à chaud, c'est: «C'est absurde. C'est absurde». Je sais pas combien de temps il leur a donné, à être Un là-bas. mois, 1 un mois, mois. 1 mois. Donc évidemment, là, pendant les fêtes de Pessah, un mec qui est en Milouïm, il va rester là-bas 1 mois. Non. Il était prêt à partir de sa famille pour Pessah, pour aller protéger le pays. Pour aller se faire former, à des bêtises, certainement pas. Donc c'est absurde. Attention, alors vous dites des mots, durs, à des bêtises, c'est-à-dire vous f la Mais formation de Tsahal, la la c'est la des bêtises? formation éthique, ce sont des bêtises. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle le code éthique de Tsahal. OK? Roar Tsahal. Roi Tsahal, code האתי של צה"ל. Et le problème, c'est que ce code éthique, il a été mis en place par une idéologie qui est très loin d'être l'idéologie de David Ben Gourion à la création de Tsahal, est très loin d'être l'idéologie de la Torah. C'est une idéologie qui a été complètement occidentalisée, où la bien-pensance règne. Et d'ailleurs, tu n'es pas sans savoir qu'il y a beaucoup de personnes en Israël, dont notre maître, le Rav Cherki, qui travaillent sur un nouveau code éthique qui a déjà été proposé à l'armée. C'est du Non, c'est-à-dire, oui, arabe, moi je vois la réalité du terrain. non, J'entends, moi j'écoute les rabbins et je suis deux secondes. aussi les sionistes comme vous. Non, mais Mais dans la réalité du terrain, arabe, deux secondes. Les choses prennent du temps. Là, en l'occurrence, ça vient d'être proposé il y a 2 mois. Maintenant, je ne dis pas que ça va être fait demain. Je dis que ils vont aller se faire former à quoi? De dire qu'il ne faut pas crier. Bon, après, je ne sais pas qu'est-ce qui a été le terrain. Effectivement, peut-être que la personne qui apparaît aux journalistes, elle n'était pas super intelligente, elle aurait peut-être mieux fait de se taire. oui, ouais. Voilà, ça c'est un autre problème. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idéal, et c'est là qu'on va rentrer maintenant dans le profond. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Le mec le journaliste de CNN, CNN n'est pas une chaîne qui est connue pour son amour d'Israël. Lui, il a fait son boulot. Son boulot, c'était de pousser le soldat dans ses retranchements pour qu'il fasse une faute. Ça, il y a des gens comme Oh, ça. c'est même pas une faute, hein, il a juste dit et c'est ça qui lui est reproché, c'est que c'est des terrains israéliens. Ouais. C'est un village, aujourd'hui qui est du côté A, donc qui est pas du côté israélien. Lui, il dit: «Si Dieu veut, ce sera bientôt à moi, à nous, les Israéliens, ta ta ta». Donc, comme je viens de dire, politiquement parlant, il aurait mieux fait de se taire. Pourquoi? Et c'est là que, à mon avis, il faut qu'on verra. Parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure qui était très fort. Tu as dit, le Ramatkal, le chef d'état-major, il a fait cette lettre-là entre 2 attaques en Iran. C'est-à-dire, d'un côté, on a notre chef d'état-major qui mène son armée de manière extraordinaire en Iran, au Liban. Et quand il s'agit de rentrer à la maison, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très, très, très récurrent. Viens, on sort 2 secondes de l'armée. Et on va parler. Je fais une comparaison qui n'en est pas une, mais qui en est quand même une. Il y a des gens qui, dans leur vie du quotidien, ne se revendiquent pas forcément, ne se comportent pas forcément de manière à faire resplendir le judaïsme. Ils ne sont pas dans leur quotidien des gens qui sont marqués juifs, marqués juifs. Par contre, lorsque quelqu'un viendra les traiter de sales juifs, ou viendra traiter de sales juifs un autre juif, ils seront les premiers à prendre la défense, et tout d'un coup, ils seront à Israël, et ils se transformeront, ils mettront leur cape de super juifs. Et ils prendront la défense du Shabbat parce qu'on a été agressé une synagogue pendant le Shabbat. Alors que le mec, il ne fait pas du tout Shabbat, il n'est pas du tout... Donc, quand il s'agit de faire respecter son identité à l'extérieur, c'est beaucoup plus facile. Parce que, en fait, l'extérieur t'attaque. Donc, toi, tu dis, oh, 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 oh. Et donc, je me défends. Et je me défends en étant moi. Puisque c'est moi qu'on attaque. À l'intérieur, bah, le problème, il est que est-ce que je sais qui je suis? On a parlé 29 fois. Mais en fait, le problème, il est le même.
quand tu me dis, et le mec il a dit, ben, bientôt ça sera à nous, mais on parle des territoires qui sont en Judée-Samarie. Et la Judée-Samarie, à qui elle est? Elle est certainement pas à un pays qui n'existe pas. Donc les territoires de Judée-Samarie n'appartiennent pas à la Palestine, puisque la Palestine n'existe pas, n'en déplaise à M. Macron. Alors elles sont peut-être à la Jordanie, sauf que comme on l'a dit, la Jordanie qui avait conquis ces territoires entre 48 et 67, elle les a perdus en 67, et en 94, ont renoncé à toute velléité sur ces territoires-là. Donc, ils appartiennent à qui? À l'autorité palestinienne, parce que durant les accords d'Oslo, on a donné l'administration des terrains à... Officiellement, au niveau juridique, au niveau étatique, Non, pas au niveau étatique. l'État d'Israël a signé ces accords, ils font partie. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais ça ne donne pas à l'autorité palestinienne le statut d'un État. Ah non, mais le terrain en lui-même. Donc ça veut dire que le terrain est administré et à l'intérieur au niveau économique et au niveau sécuritaire par l'autorité palestinienne. Sauf que si l'État d'Israël ressent le besoin d'y aller, ben, il y va. On est d'accord. Donc ça veut dire que au niveau de la souveraineté, ben, c'est pas la souveraineté de la Palestine. Le problème, c'est que ça fait depuis 1967 que tu te comportes comme étant souverain là-bas, mais tu veux pas le dire. Le problème du mec de CNN, c'est qu'il te dit, c'est pas à toi. Et toi, tu viens et quand tu dis, mais si c'est à moi, là, ton chef d'état-major, il te dit, il faut te remettre, faut te recadrer, parce que tu n'aurais pas dû dire que c'est à toi. Ben, en fait, si, c'est à moi. C'est à moi parce que je me comporte comme si c'était à moi depuis 67. C'est ce qu'a dit le soldat, c'est ce qu'a dit ça, et il a été puni Nahon, pour ça. mais c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que le problème de l'État d'Israël, c'est qu'à l'extérieur, on est au top. En ce moment, on est au top à l'extérieur. Je ne parle pas des relations diplomatiques ou des réseaux sociaux, machin. Mais dans notre capacité à exprimer notre identité à l'extérieur et sur tous les fronts, il n'y a aucun problème. Enfin, ça, c'est vous qui le dites, hein, parce que suivez un peu les infos. Israël est Non. en train de s'embourber dans une guerre. Oui, bah, Et de toute façon, l'Iran n'avait aucune intention. Moi, je dis, moi, je deviens fou. J'ai hâte que Pessah rentre, que soit Yom Tov. Ça fasse c'est presque dommage qu'on n'ait pas 2 jours de Yom Tov en Israël. Ça m'aurait fait 2 jours de pause. Parce que. T'es pas obligé d'être tout le temps sur le impôt, hein. Non, mais face à l'actu, je suis obligé de préparer un petit peu. Bon, c'est ça. Mais on a l'impression que les gentils ayatollahs, les gentils musulmans sont agressés par les méchants juifs. C'est le monde à l'envers. Moi, j'ai lu un truc, je me suis dit, c'est quoi? Je vais pas écouter personne, je vais ouvrir des morceaux du livre de l'ayatollah premier du nom qu'il a écrit en France. En France, hein, il a écrit, et ça, je dis, moi j'étais là, quand j'en ai parlé à ma famille, ils m'ont pas cru. Je leur ai envoyé, et ils y ont cru. Il faut violer les filles très jeunes, parce que si jamais elles vont au paradis en étant vierges, eh ben, c'est un problème. Il ne faut pas qu'elles arrivent au paradis parce que c'est des filles pas bien. Donc, il faut absolument les violer avant. De quelle fille il parle? J'en sais rien. Ça m'a tellement dégoûté. C'est ces gens-là que quand on va les exploser, parce que c'est ce qui se passe, des gens ne sont pas contents. Ou quand ils arrivent à taper un avion américain, les gens disent « Ah, c'est bien fait ». Il y a... D'abord, je sais pas quel... Non, je mélange tout. Je mélange tout. Non, mais moi, j'essaie comme ça. De toute façon, le Talmud nous a déjà expliqué que l'un des événements de la fin des temps, c'est justement Ve'emet tiene deret. C'est-à-dire que la vérité, c'est le mensonge c'est la vérité. Il n'y a plus de... Bon, c'est le postmodernisme et le wokisme actuel, où il n'y a plus de point de repère, il n'y a plus de point d'ancrage. Le bien, ça peut être le mal, ça peut être le bien. Et encore plus quand c'est Israël qui est en train de gagner, quoi. C'est-à-dire que les Juifs ont raison. C'est-à-dire que les Juifs seraient ceux qui sont véritablement ceux qui apportent la lumière dans le monde. Il manquerait plus qu'on doive s'excuser pour 2000 ans de persécution. Donc, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. N'oublie pas qu'il y a une tendance. Je ne suis pas médecin et je ne suis pas psychanalyste, donc je ne vais pas utiliser des termes, mais il y a une tendance à celui qui a fait le mal, lorsqu'il voit sa victime en tant que victime, bah, il se remémore ce qu'il a fait de mal, et ça le culpabilise. Mais s'il arrive à montrer que la victime est devenue le bourreau, ça le légitimise. Ça me dit, bon, bah, finalement, je ne suis pas si mauvais que ça.
Et donc, en fait, depuis la Shoah, l'Occident, l'Europe en particulier, essaye de faire passer l'État d'Israël pour génocidaire. Parce que si maintenant l'État d'Israël qui a été créé après la Shoah, fait la Shoah sur les Palestiniens, ah voilà, c'est l'arroseur arrosé. Donc on essaye de montrer qu'on est génocidaire à Gaza, à dire... Mais pour vous ramener au chef d'état-major, Ah bah c'est ça est-ce qu'il n'est pas en train de donner des cartouches Mais évidemment, gratuites mais à ces gens-là? totalement, parce que alors lui il fait ça pour se dire, comme ça ils vont voir que on est, nous quand on a des gens qui se comportent pas bien, il y a peut-être, et ça, je voulais y croire. Je sais pas si tu te rappelles, bon évidemment tu te rappelles, mais quand il y a eu l'histoire du Koach Mea, Oui. des soldats qui ont été accusés de viol, machin. Il y a 2 semaines, hein? Non, c'est Non, non, le résultat, Ah oui, oui, oui. le fait que ça a été truqué. Non, moi, je te parle au début. Ah, OK, au tout début. Au tout début. Je me suis dit, mais attends, pourquoi ils font ça? Alors, il y avait le côté, bah, c'est pour faire tomber le gouvernement Netanyahou. Mais moi, je voulais me dire au début, je me suis dit, en fait, peut-être, je vais la Doum les Kafsrout, pour juger avec un bon œil. Peut-être, en fait, la CPI, la Cour pénale internationale, elle n'a pas le droit d'intervenir dans un pays et de juger un pays si dans ce pays il y a des systèmes de justice qui sont capables de porter un regard critique sur le gouvernement. Donc je me suis dit, bah, en fait en faisant ça en temps de guerre, après le 7 octobre, machin, de montrer que la justice israélienne elle est capable de juger des soldats qui se seraient mal comportés, c'est la preuve qu'on sait très bien se gérer tout seul et que donc la CPI n'a pas son mot à dire. Bon, bah, ils sont quand même venus dire leur mot à dire. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était du mytho. Et donc, j'ai essayé de juger bien. En fait, c'était des pourris. Mais je me dis peut-être que Yalzamir, il se dit, voilà, comme ça va faire tomber les... Parce que sinon, si ils vont monter ça en épingle, on va dire, non, non, nous, on a tout de suite pris le machin. Mais le problème, il est que tu veux pas dire les choses. Et en fait, le problème de tu veux pas dire les choses, est-ce que c'est parce que j'ai peur de créer un nouveau front avec la Juliette Samari? Et que donc, je préfère Le faire... front existe, hein. Mais Il voilà, existe à 100%, il n'y a pas de doute sur ça, hein. le front existe. Et on a vu qu'à force de vouloir se calmer, on a eu en 2021, on a eu Shomer Chomot, on a eu les émeutes dans les villes mixtes entre juifs et arabes. Même avant, 2014, la Khatifa des 3 jets. C'est une série d'attentats sans fin. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tant que Israël ne dira pas chez lui qu'il est le patron, viens pas te plaindre que Oui. tu auras un problème. Vous avez parlé la semaine dernière, dans Face à l'actu, qu'il y a un risque de guerre civile en France entre le monde chrétien, le monde musulman, etc. Moi, j'ai l'impression qu'on a le même risque en Israël entre le monde du peuple, entre guillemets, je sais pas comment vous dire ça, et cette élite-là. Il y a eu des sursauts quand même, un peu... qui ont fait un peu peur un peu à tout le monde, la réforme judiciaire, etc. Absolument pas. Absolument. Il n'y a aucun risque de guerre civile en Israël, pour 2 raisons. La première, c'est que l'identité humaine est marquée par l'histoire. Il y a des choses qui arrivent à une identité X ou Y, qui vont tellement la changer en profondeur, même si ce n'est pas conscient, qui fait qu'elle ne va pas revenir à ses travers. Je donne un exemple de la Torah pour revenir à aujourd'hui. Après le déluge, Dieu il passe une alliance avec Noach et il dit je ne ferai plus le déluge. Ben, je comprends pas, monsieur Dieu. Si tu as amené le déluge parce que les êtres humains ont été pourris et que donc ils méritaient d'être détruits, pourquoi tu t'auto-mets une balle dans le pied en disant il n'y aura plus de déluge? Et si on redevient pourri? Non, ça veut dire que le déluge a été un tel traumatisme pour ceux qui ont survécu qu'on va créer une humanité qui ne pourra jamais redescendre aussi bas. Et c'est pour ça qu'il n'y aura plus de déluge. Donc, à notre niveau, on a vu ce que ça a fait la guerre civile. La guerre civile, elle a amené à la destruction du temple, et elle a amené à l'exil, et elle a amené à près d'1 million de morts chez nous, entre nous, avant que les Romains y arrivent. Ça a mis un traumatisme tellement important dans le peuple juif. 2000 ans, on a été construit dans notre renouveau identitaire sur
les vestiges de la destruction du temple à cause de la haine gratuite. On n'arrête pas de dire depuis 2000 ans, pourquoi est-ce que le deuxième temple a été détruit? La haine gratuite, la haine gratuite. Non, pas à cause des Romains. Oh, oui, mais la haine gratuite, la haine gratuite. Donc, si tu veux, ça, c'est un traumatisme. C'est votre traumatisme de religieux, j'allais dire. Hein. Non, C'est-à-dire que le mec pas du tout, pas du tout. La persécution du peuple juif, on a toujours été persécuté pendant ces 2000 dernières années, et même dans le monde. Alors, d'abord, il n'y avait pas de pas religieux pendant très longtemps. L'émancipation, c'est que le XVIIIe siècle. Mais ce sentiment de se dire que si on n'est pas unis, on va tous mourir, c'est quelque chose qu'on porte tous. Tous. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que même en Israël, quand il y a le 6 octobre et qu'on a l'impression qu'il va y avoir une guerre civile, quand il y a le 7, tout le monde se réunit en une seconde. Je ne suis pas certain que si le lendemain du 14 juillet 89, 1789, si tout d'un coup les pays autour attaquent, tout le monde, les différents groupes vont se réunir entre les pro-révolutionnaires, les pro-royalistes. Non, ils ne vont pas. Il va falloir attendre qu'il y ait un Napoléon qui va obliger l'union de la France. Par la force. C'est-à-dire, donc ce que je veux dire, c'est que chez nous, je dis, on a vu avant la réforme judiciaire, machin, on était rien du tout. Il y avait combien de manifestants à Kaplan? Il faut leur donner crédit. Ils avaient la capacité d'être là tous les samedis soirs. Mais il y avait combien de personnes? 200 000. C'est beaucoup. C'est énorme. Pour un pays comme Israël, c'est énorme. Bah non, c'est pas beaucoup. Bah non, en vrai, c'est pas beaucoup du tout. 200 000 personnes sur 10 millions d'habitants, bah non, c'est pas beaucoup. 10 millions avec les enfants, c'était 200 000. Donc sans les enfants, non, je vous dis, ça représente quand même un parti politique, un beau parti politique en Israël. 200 000 personnes, c'est un beau parti politique. Un mandat, c'est 40 000 personnes. Un mandat. D'accord? Donc, bah voilà, ça fait à peu près 5 mandats, 6 mandats. Wouhou! C'est un parti d'opposition, pourquoi pas? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en vrai, il ne représente absolument pas une majorité dans ce pays. Absolument pas. L'écrasante majorité. C'est une majorité. Et c'est pour ça que je te dis que. Mais ils ont une influence tellement forte. C'est-à-dire, mais la réalité, elle est parce que. Pourquoi est-ce que la réforme judiciaire, elle n'est pas passée? C'est à cause de toi et c'est à cause de moi. C'est tout. On n'est pas descendu dans la rue. Exactement. Parce que l'écrasante majorité d'Israël, elle est de droite et elle voulait cette réforme judiciaire, mais elle n'est pas descendue dans la rue. En fait, le peuple de droite en Israël ne descend pas dans la rue. Point. Je vous ramène à maintenant. Ouais. Le soldat Chine. Vous savez, quand on dit l'information, on dit que la première d'ailleurs. Chine, qui a cassé la Andarta, le monument. Monument pour Arafat, Arafat. Il faut lui donner une médaille. Oui, moi, je n'ai pas de doute. Il y a 3 semaines. Maintenant, il y a ça. Et tu remarqueras que ces soldats, c'est tous des Milouim. C'est tous, bien sûr. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le jeune de 18 ans, il est formaté et c'est normal. C'est normal, t'es l'armée du peuple et t'es formaté quand t'as 18 ans et c'est très bien. Mais sauf que quand la force de Tsahal, c'est que c'est son armée du peuple. Et c'est pour ça que quand on a un soldat qui tombe, c'est tout le peuple entier qui est en deuil. Nahon. Mais ça veut dire aussi que c'est les papas du peuple qui sont les papas qui vont éduquer leurs enfants, qui sont nos professeurs, qui sont nos ingénieurs, c'est ça le peuple d'Israël. C'est eux qui vont faire ça parce que c'est ça le peuple juif. Oui, mais donc il y a le peuple juif et ceux qui gouvernent le peuple juif. Donc ça veut dire que petit à petit, parce que tu auras bien remarqué qu'il y a une différence à peu près de 20 à 30 ans entre eux. Oui. Oui. Ah oui, non. La majorité des Milouim, on parle de gens qui ont entre 35 et 45 ans, et la majorité de l'élite gouvernante, elle a entre 55 et 65 ans. 85. Non, ils sont pas. Bibi, il a 80 ans. Chauveté, Lyon, machin. Et ouais, alors Bichlal, si on sur les choses non, ça veut dire. Donc ça veut dire que il y a, allez, c'est quoi, 35 ans minimum en moyenne entre le peuple qui est en train de se battre et l'élite gouvernante. Donc ça veut dire que évidemment que ces gens-là, il y a 35 ans, c'est eux qui ont créé Oslo. Et oui, c'est ce peuple-là, mais le peuple il a changé. Parce que, évidemment que le peuple il change. C'est normal, les évolutions, les événements, machin. Ce qui veut dire qu'un changement d'identité, ou du moins une mise en place d'une identité, ça prend un peu de temps. Donc aujourd'hui, on voit le peuple juif, c'est les Milouï. Am Israël, c'est les Milouï.
Ouais, d'accord. Il n'y a aucun doute. Et c'est pour ça que ce Ham Israël-là, il est uni. Ils ne pensent pas tous pareil, mais ils sont unis. Ils sont majoritairement, très grande majoritairement de droite. Il y a des gens de gauche, mais ce n'est pas les gens qui vont manifester forcément à Kaplan. Mais Kitsour, on a un peuple qui est nationaliste, qui veut la souveraineté, qui est prêt à défendre n'importe qui du peuple juif, même celui qui ne pense pas comme lui. Ça, c'est le peuple juif. C'est ceux qui sont en milieu. Après, il y a une dissonance entre eux et leur chef, jusqu'à ce que ça devienne eux les chefs. Je ne te dis pas qu'il faut faire un putsch militaire, on n'est pas en Iran, mais ces gens-là, à un moment donné, ils vont entrer en politique et le public va changer. Et je pense que si il faut passer par la voie de la rue, pas dans le sang, mais dans la manifestation, bah, à un moment donné, si tu as 200 000 personnes qui sortent, bah, pas de problème, mais il faut qu'il y en ait 2 millions de droite, puisqu'ils sont la majorité, qui sortent, disent non, nous on la veut cette réforme. C'est ça, c'est ça la démocratie. Alors je ne sais pas si ça sera sur la réforme ou sur autre chose, mais moi je pense que le débat, c'est la souveraineté en Judée-Samarie. J'ai une histoire pour appuyer ce que vous dites. C'est sûr que j'ai pas raconté, je pense pas avoir raconté même, mais j'étais en Milouim il y a 1 an et quelques, je n'avais plus de date. Et on était face à la Syrie en Maarav. C'est-à-dire on est avec des couvertures thermiques sur la tête et avec des caméras et on regarde ce qui se passe du côté de la Syrie. J'étais avec un copain qui est avec moi en Milouim et qui est de gauche, gauche-gauche. Ça veut dire que Lapid, il est un peu trop light. C'est ça, voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, il y en a marre. Mais il était en réserviste avec nous, machin, il était à fond. Hein. Et on se débattait sur est-ce qu'on est un peuple ou pas? Ou est-ce qu'on est juste de passage par ici? Parce que lui, il n'était pas d'accord. Peut-être, il dit je suis en Israël, parce que je suis né là, mais demain je suis aux États-Unis. Et je lui ai dit est-ce que tu es prêt à mourir pour les enfants d'un Américain? Il m'a dit ah, il est aux États-Unis, machin, il y a son armée qui vient le protéger. Hein. Et je lui ai posé une question. Et j'ai eu un peu peur de la réponse quand je lui ai posé, parce que je me dis peut-être c'est la fin de notre maraf tout de suite. Là, déjà. Je lui ai dit mais est-ce que tu es prêt à mourir pour mes enfants? Il me dit oui. Et je dis moi je suis prêt à mourir pour tes enfants aussi. Ça veut dire qu'on est un peuple. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que, et c'est la grande différence, les boys américains, les soldats américains d'ailleurs qu'on bénit depuis le début de la guerre, c'est que dans les synagogues, on bénit les soldats chaque Shabbat et on dit « Ve'ashutafim Ouais. » et nos partenaires. Donc les boys américains, c'est des soldats de métier. Alors, les États-Unis sont très fiers de leur armée et il y a un sentiment patriotique et un soldat américain, c'est très bien vu aux États-Unis, mais ce n'est pas leurs enfants. C'est des gens qui ont décidé de faire carrière. Alors, le fait que l'Amérique les appelle les boys, c'est-à-dire c'est nos enfants, c'est nos garçons. Mais il n'empêche que ce n'est pas vraiment comme nous. Nous, c'est vraiment nos garçons. Et donc moi, je n'ai pas de doute qu'il n'y aura pas cette scission-là. Et je pense... Vous dites patience en fait. D'abord, je dis patience, mais avant de la patience, je dis on est très loin. On est très loin dans la rue de cette fracture. C'est même pas un débat. Les infos veulent faire du rating. Oui. Donc forcément, si on peut mettre la poudre à l'écran, on met la poudre à l'écran. Mais c'est pas une réalité. Par contre, et je reviens à notre histoire, le problème, c'est que tu sais pas ce que tu veux. Tu te comportes comme un souverain et tu fais respecter la loi et bien en même temps, tu veux pas dire que c'est à toi. Mais dis-le. Ah, et c'est à toi. C'est à toi parce que tu l'as conquis en 67. Point. Donc c'est à toi. Et puis parce que c'est les terres bibliques du peuple juif. Point. Faut pas avoir honte. Je réouvre. Oh, J'ai- pas. Il s'est passé, Arabe, énormément de choses. On s'est vu il y a 1 semaine, j'ai l'impression qu'on s'est vu il y a 10 mois, Arabe. Entre-temps, j'ai nettoyé ma maison. Oh, Voilà. moi, il paraît que je dois le faire. Voilà. Non, mais ça va, il me reste 24 heures. Large. De toute façon, nettoyer sa maison pour Pessah, c'est pas être un fanat de la poussière, c'est nettoyer le Hametz. Ouais, Le Hametz, ça voulait 2 heures à nettoyer. Moi, on m'a dit qu'un chien pouvait pas manger. Si le chien, il mange pas, c'est que c'est pas contre le ramès. Du coup, j'ai ramené un chien à la maison. Il a cherché, il a rien trouvé. Naki. Voilà. J'ai un patent, par contre, j'ai un brevet sur cette idée. Hein. On va voir. Il s'est passé quelque chose, Arabe, cette nuit. Cette nuit, le gouvernement israélien a voté le budget 2026. Une partie du budget, Et on a rajouté combien de milliards pour la défense? on a doublé pour la défense. J'ai les prix exacts, mais je les mettrai en commentaire. J'ai fait un tableau propre. Mais dans ce budget où tout le monde est à peu près d'accord quand même l'opposition a signé. Mais en signant, elle a fini de signer, on lui a retiré le papier et elle s'est rendue compte qu'il y avait, si vous êtes bien prêts,
200 millions de dollars. 200 millions de dollars, ok. C'est pas Non, énorme. non, c'est une broutille pour les écoles Haredi et pour le monde Haredi. Et l'opposition ne l'avait pas vu. C'est-à-dire qu'il était 4 heures du matin et ils ont signé un peu. Dollars ou C'est shekels? des dollars. Dollars. Non, on parle en dollars. Non, c'est une grosse somme. Bon, comparé au budget de tant de milliards, c'est rien, mais ça reste quand même plus de 200 millions. Et là, l'opposition crie c'est honteux, c'est machin, le monde avait dit. Première réaction à la chaud. Est-ce que vous étiez au courant? Non. Bah, vu c'était la nuit, moi en général, je fais dodo. Même si on a eu une petite sirène pendant la nuit. Hein? Je Je l'ai pas eu. T'as pas eu? Non. Voilà. Voilà, je l'invitais. Non, mais non, j'étais pas au courant. Première réaction à chaud. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il faut un budget spécial pour le monde Haredi. Il faut un budget pour les écoles. Attends, c'est pas un budget pour Haredi, c'est un budget de coalition qui est donné au Haredi, qui est donné au Haredi, et après eux ils le décident de le mettre dans. Parce que tu m'as dit, c'est un budget pour les écoles d'une. Non. En fait, eux ils ont dit que ça allait là-bas. Ok. Donc, tu me parles de Escalin Coalition, tu parles des accords de coalition. Je pense que ça, c'est un truc qu'il faut annuler. Point. Ok. Les accords de coalition, c'est des micmacs qu'on se fait au moment des élections. Genre, tu te mets avec moi et je te donne du fric. C'est Zelotov. Mais pas que Haredi ou pas Haredi. Point. Il faut annuler les accords de coalition au niveau de l'argent. Point. Bichlal demande, je pense qu'il faut changer, mais à 100%, la façon de voter en Israël. Complètement. Il faut passer à la 5e République. Ce qu'il y a en France, tu élis un président qui donne un gouvernement qui n'a rien à voir avec le Parlement. Le Parlement, c'est le Parlement, et le président et le gouvernement, c'est autre chose. J'ai préparé, et c'est prêt, hein, je l'ai dans mon ordinateur, j'ai fait un récapitulatif des commentaires de tous les Face à l'actu, et il y a pas mal de réactions sur ce 5e. Non, mais ça peut être amélioré. Non, mais peut-être qu'un jour on s'assoit et qu'on lise tous ces commentaires-là, parce que c'est très intéressant. Bon, en tout cas, c'est sûr que le système politique actuel israélien, il a des lacunes. Et ce fait que je suis obligé de faire une coalition pour gouverner fait que tu te mets avec moi, je te donne. Et donc, c'est pas bien. C'est sûr que c'est pas bien. Et donc, j'imagine que si c'est l'escalade coalitionniste, ça veut dire qu'ils étaient déjà prévus. Ils avaient déjà été signés au moment où ils ont fait le gouvernement. Donc, le fait que maintenant il y a le budget, en fait, ils ont dit on fait ce qu'on avait dit. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Maintenant, disons que c'est pas des accords gouvernementaux. En quoi ça dérange? Ça dérange parce que, appelons un chat un chat. Ça dérange parce que nous sommes en temps de guerre et parce que, depuis 2 ans et demi qu'on est en temps de guerre, le monde Haredi n'a pas été extrêmement participatif dans l'effort de guerre. Et c'est en ça que ça dérange. Je pense que il faut prendre une décision qui va être extrêmement décisive pour l'avenir d'Israël. Il faut que le monde Haredi décide, est-ce que tu fais partie de l'histoire de ce qu'on écrit ici ou pas? Moi, je veux. Moi, je veux que tu fasses partie de cette histoire pour plein de raisons. La première, je ne sais pas si tu as vu, mais dans les derniers tests faits dans l'armée, en termes d'efficacité, les jeunes qui sortent de Hashmonaïm ont été meilleurs que Golani, que Tzanchanim, que d'autres dans les tests là. Mais moins bien que Givati quand même. J'ai regardé. Mais voilà, Malasot. Ah ouais, ça gueule le Yored Bamaï. Voilà. Mais ça veut dire que c'est des mecs qui sont tout à fait capables. Ok, donc d'abord, le monde Haredi, c'est un monde qui a une force extraordinaire, une force et une capacité de battre l'adversité. Je veux dire, voilà, c'est des gens qui sont capables d'étudier 12 heures par jour. Ça montre une force incroyable. Des gens qui sont capables de dire, moi, mon idéal, c'est pas le monde occidental, c'est de vivre à 9 dans un 4 pièces, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la Torah et c'est autre chose. Je suis pas forcément d'accord, mais en tout cas, c'est sûr que ça montre une force incroyable. Donc moi, j'ai envie que cette force-là, elle fasse partie de mon histoire. D'autre part, je pense pas que le monde Haredi est le garant de l'authenticité archaïque du peuple juif. Absolument pas, parce que le monde Haredi, il est né au XVIIIe siècle. Et il mourra au XXIe. Je sais pas, mais en tout cas, il va être très...
Le monde Haredi, à la fin du 21e siècle, n'aura plus rien à voir avec le monde Haredi qu'on a connu et qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Mais donc, moi, j'en ai besoin de ce monde Haredi. Ça fait partie du peuple juif. Et donc, j'ai envie qu'il soit partie de cette histoire-là. Hein? Vous en avez besoin. Parce que je te dis, il y a un des grands concepts de la Torah, du Rav Kook, la Torah de Manitou, c'est ce qu'on appelle l'Ichud Amidot, l'unité des valeurs. C'est le monothéisme intégral. Or, il y a dans la société juive plusieurs factions qui portent un étendard. Ça ne veut pas dire que pour eux, les autres choses n'ont aucun intérêt, mais ils ne sont pas du tout sur le drapeau. Mon drapeau, c'est ça. C'est-à-dire, le Rav Kook, il y a 120 ans, disait qu'il y avait 3 machanot comme ça. Il y avait trois équipes. Il y avait un qui portait l'étendard du nationalisme, on appelle ça le sionisme laïque, l'autre qui portait l'étendard du cosmopolitisme, ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche décomplexée, et il y en a un troisième qui portait l'étendard du Kodesh, la religiosité, le monde avec. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus que 3 équipes, mais il y a des gens qui portent des idéaux et qui les portent fort. Moi qui ai envie de faire l'union de tout, j'ai besoin de cet étendard-là. Parce que le monde Haredi, bien que je pense que la façon dont il le fait, c'est pas bien, je suis tout à fait capable de reconnaître que grâce à eux, le drapeau du Kodesh, il a son importance dans la société israélienne. C'est pas bien fait là-bas. Moi, je pense pas. Sinon, je serais Haredi. Si je ne m'inscris pas dans le monde Haredi, Haredi, ça veut rien dire. Hein. Haredi, ça veut dire qu'il y a la crainte de Dieu. Je suis Haredi, Hared le Dvar Hashem. Mais je ne m'inscris pas dans le monde qu'on appelle le monde Haredi. Mais il est évident que ce drapeau-là, qui s'appelle le drapeau du Kodesh, et tout le reste ne m'intéresse pas, j'ai besoin que ce drapeau, il soit planté. J'ai besoin aussi du drapeau du mec pour qui la nation, c'est super important. J'ai besoin aussi du drapeau pour qui le mec, l'économie, c'est super important. Et moi, j'ai envie de réunir tout ça. Mais donc, ça veut dire que j'ai besoin des différents pôles pour pouvoir les réunir. Donc, moi, j'ai besoin. Moi, j'ai pas de souci. Quand je suis pas en Metsuka, quand je suis pas dans des problèmes, moi, j'ai pas de souci qu'il y ait Jishiva et qu'il est à 9 dans une maison. C'est son problème, c'est sa vie. Dans la maison, Non, qu'est-ce que tu veux, c'est quand tu veux. c'est son problème, exactement. Mais quand il est temps de se dire, attends, 2 secondes, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a des jeunes qui sont au Liban dans des temps, machin. donc, Là, ça annonce qu'il n'y a pas une crise, mais ils sont en difficulté parce qu'il manque de gens. Bon, après, ils le disent aussi parce qu'ils font de la politique, mais c'est un autre sujet. si tu es capable de mettre 500 mecs au repos, genre, c'est que finalement, tu t'en sors pas trop mal. Enfin bon, mais c'est évident. Et c'est pour ça que je te dis, la question qu'il va falloir poser au monde Haredi, c'est, tu veux faire partie de cette histoire-là ou pas? Qui va leur poser cette question? Tu vois, soit, d'abord, si on change le système électoral, alors il y a peut-être une solution, mais tant que tu restes avec ta coalition parce que tu veux rester, alors il faut des gens qui sont qui sont pas froids aux yeux et qui n'ont pas peur de perdre des amis dans leur coalition. C'est tout ce que je veux te dire. Parce qu'en fait, je suis pas. Moi, je suis désolé, Robin. Moi, il y a 1 mois et demi, il y a un couple de soldats qui sont tombés à Bnei Brak. Je sais pas comment ils sont trouvés là-bas, ils se sont fait caillasser. Non, Ça, c'est une réalité arabe. Et on a beau dire, machin, là, tu fais le jeu de qui? Oui, si, tu mais fais c'est le jeu arrivé ou c'est pas arrivé? Non, mais d'accord, c'est arrivé. D'abord, est-ce que tu m'as entendu dire que c'est Besséder d'aller taper 2 soldats? Non. Maintenant, est-ce que tu m'as entendu dire que c'est Besséder d'avoir envoyé ces 2 soldats, je précise bien soldateux, commencer à donner des tracts pour l'enrôlement des Bachourim? C'est ça l'histoire, je sais même pas. Oui, c'est ça l'histoire. Bon, tout était monté pour qu'ils tapent et pour que tu les vois. Les mecs qui ont tapé, c'est des abrutis et leurs rabbins doivent rendre des comptes. Mais aussi. Non, les jeunes aussi, évidemment, mais leurs rabbins également. Et les gens qui ont envoyé ces 2 jeunes soldats sont pas abrutis, ils sont réchaïm. Parce que c'est volontaire. C'est-à-dire, maintenant, moi, je pense. Ces gens-là dirigent l'armée qui attaque le Irak. Non, tu vois, c'est pas le Ramacal qui a dit vous envoyez ces 2 meufs là-bas. Non, mais pas du tout. Il y a au sein de l'armée, il y a aussi du progrès, il y a aussi du wokisme et ce que tu veux. Je pense que il va falloir à un moment donné dire, les gars, mais je suis pas juriste et je sais pas si ce que je dis c'est légal,
et je ne sais pas si ce que je dis, c'est réalisable, mais je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. D'abord, je pense qu'il faut créer une constitution en Israël. Là-dedans. Et dans cette constitution, eh bien, ou tu l'appelleras autrement si tu ne veux pas l'appeler constitution, tu diras que il y a une matzah, juste avant. ça, Les gens comprennent, des matzah. Moi, j'ai découvert ce mot, matzah. ça veut dire c'est le programme. C'est le programme, mais c'est aussi la matzah. C'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est plié, il n'y a pas de. Maintenant, je pense qu'il faut dire que, voilà, dans ce pays, tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs. Et celui qui décide volontairement de ne pas remplir ses devoirs, eh bien, qu'il sache qu'on lui prend une partie de ses droits. Tout simple. Donc, dans ce contexte-là, on pourrait très bien dire, celui qui décide de ne pas participer à la défense nationale, alors on lui prendra le droit de voter. Tu veux pas remplir tes devoirs? Pourquoi est-ce que tu aurais le droit de me dire quoi faire et de décider pour l'avenir du pays? C'est hyper dangereux ce que vous dites là. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de me dire que vous allez mettre 20% de la population israélienne qui ne devrait pas voter. Pourquoi elles veulent pas voter? Parce qu'ils n'iront pas à l'armée. Ah, bah c'est toi qui choisis. Oui, mettons qu'ils n'y aillent pas. Bah non. Mettons qu'ils n'y aillent pas. Et là, ils vont tu pas vas voter. Mais non, mais. On va avoir un pays dans un pays. Ils vont faire leurs propres élections internes. Ils vont voter pour leur rabbin. Et ils vont eux-mêmes décider ce qui se passe. Mais tellement pas. Mais tellement pas. Tu sais pourquoi? Encore une fois, d'abord, j'ai aucune crainte. Avant de dire pourquoi j'ai pas peur. Je vais me dire non, mais ça veut dire quoi? Et on veut bien aller à l'armée, mais ils vont nous mettre avec des femmes. Et genre... Non. Que des trucs de base de Hashmonaïm, machin. Non, mais ça, j'ai aucun doute. Et mieux que ça, moi, je t'en ai déjà parlé. Je sais pas si on a dit dans Face avec lui, mais on va faire aussi une unité Kollel dans l'armée où les meilleurs Bachorim qui étudient le mieux la Torah, ils seront 3 ans payés par l'État pour étudier la Torah. Ils ont loupé le coche. Parce que si tous les Haredim, ils avaient dit ok, ben non, on va à l'armée, arrêtez caution. Ils auraient été tous devant les bakoum et les trucs d'intégration. Et parce qu'il l'armée aurait dit on n'en veut pas. Naron, je suis d'accord avec toi. Mais je te dis, viens, on fait un truc, tu veux qu'on y aille, pas de problème, voilà nos conditions, comment on y va, tac, 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 tac. Nous, on fait une unité de religion, une unité de machin, yallah, c'est parti. Si au final, tu veux pas. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que là, en ce moment, tu me dis, il va y avoir un pays dans le pays. Pas du tout. Parce que le monde haredi, il a besoin des budgets de l'État. Il veut participer à tout le bien de cet État-là. Il était déjà dans l'État avant. On peut mais arrête. Les écoles, elles sont ouvertes dans le monde haredi, pas chez le monde dans le reste de l'école. Ils ont une vie parallèle de ouf. Mais quel rapport avec la soupe? Mais ils ont leur propre loi, ils ont leurs propres règles. C'est pas une question de règles. Ils font ce qu'ils veulent. C'est bien, mais tu n'entends pas ce que je te dis. Ils font ce qu'ils veulent, mais d'un côté, ils sont pas prêts à renoncer au budget qu'ils reçoivent de l'État. C'est-à-dire que ils veulent profiter de l'État d'Israël, de ce qu'il lui donne, parce que l'État d'Israël, c'est fantastique. Oui. Et c'est des routes, et c'est des hôpitaux, et c'est de l'enseignement, et c'est tout. Donc ça, je veux bien. Mais quand on me demande de participer, ou quand on me demande de respecter la loi, machin, ça me saoule. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, ça doit être un choix. Mais ce choix, il doit être fait par le peuple qui a nommé ses représentants. Et donc, tu dois venir dire, voilà, si tu veux pas, sache que, maintenant, entre parenthèses, je te dis, je sais pas si c'est légal de faire un truc comme ça, si ça peut passer au niveau judiciaire, juridique, je sais pas quoi, mais si ça passait, moi, je suis sûr que les premiers qui diraient au monde haredi qu'il faut aller à l'armée, tu sais qui c'est? Les rabbins? Pas les rabbins, les députés haredis. Ah parce que si, ils votent dessus. Mais moralement, quoi. Moralement, tu veux faire partie d'une histoire. Quand on a besoin de toi, on a besoin de toi. Et on a besoin de toi. Non. Il n'y a aucun problème que pendant... Ça se passe 3 ans, que tu fasses que 2 ans d'armée. Parce que si, tout d'un coup, tu as 60 000 personnes en plus, tu peux baisser le temps d'armée. Il n'y a aucun problème qu'après les Milouim, tu ne les fasses pas forcément sur le terrain, machin, non. On peut avoir besoin de toi dans d'autres circonstances. Mais Kitso, il y a tout à organiser et c'est organisable. Je dis que il faut que tu fasses partie de l'histoire. Tout ce que vous dites est assez logique. Pourquoi, à votre avis, notre Benjamin national, Binyamin Netanyahou, ne va pas rencontrer mon frère et lui dit 1, 2, 3, 4?
Ça aurait été plus simple que de tout faire comme ça. Là, c'est de l'argent qui passe comme ça en douce Bon, là, il est un petit et peu occupé. machin et trucs. Là, il est un petit peu occupé. Là, maintenant. J'attends pas de lui qui s'occupe de ça maintenant. Oui, non, mais il prépare aussi. Non, mais attention, non, parce que moi, Oui, il prépare aussi non, mais les attends, par rapport à ça, voilà, c'est que moi, je suis un peu dans les groupes Likoud, machin, trucs. Je m'intéresse forcément à la politique israélienne. Ils sont en pleine préparation des élections et Bibi est en plein dedans, hein. C'est-à-dire que Bibi passe et du temps avec tout ce qui se fait en Iran, etc. Il n'y a aucun doute. Mais il prépare aussi ses élections dans 2-3 mois, hein. Non, plus. Dans 2-3 mois, c'est en 5-6 septembre. mois, pardon. C'est plus que ça. 6 mois. 6 mois, c'est 6 mois, mois. c'est ça. C'est-à-dire qu'après Pessah, on va rentrer officiellement dans la campagne électorale, je pense, ou après Shavuot, dans la campagne électorale officielle. Nahon, D'ailleurs, il y a hier en Iran parce qu'il y a des élections et que Bibi va rester au pouvoir. Je dis ça ou pas du tout? c'est quoi? C'est la théorie du. Ah, théorie du complot, bien sûr, bien sûr. Sauf que là, ça tient plus. Parce que même s'il y a des élections anticipées, ça ne sera pas avant ce qui est prévu. Donc, mince, ça vaut plus. Non, il a envie de rester au pouvoir, bien sûr. Il a envie d'avoir une coalition, bien sûr. Ouais, pourquoi il ne pas avoir son Haredi là? Mais parce qu'il faut être prêt à dire, ok, bah alors tu viendras pas. Ah, tu veux pas, tant mieux pour toi. Et il faudra être prêt aussi à que si on fait une loi comme ça, et que tu vas avoir le monde Haredi dans la rue. Il faut être prêt à ça aussi. Il faut être prêt. Mais les changements, ça se fait pas pouchi-mouchi. Ça se fait pas câlin-câlin. Il y a des grands changements qui doivent être faits. Mais je n'en veux pas au monde Haredi en tant que monde Haredi. J'en veux à la direction du monde Haredi au niveau politique, et j'en veux à la direction rabbinique du monde Haredi. Le petit jeune, j'en veux pas d'écouter ce que son rabbin lui dit. Là, il y a une telle pression sociale, machin, nanana. Même le rabbin de division d'honneur Du quartier. je n'en veux pas non plus parce que il peut pas parler, parce que s'il parle, ses enfants ils se marieront plus. Une pression énorme. J'en veux aux grands rabbins et j'en veux aux politiciens évidemment. Et j'en veux un petit peu euh, à la moralité de Monsieur Haredi. Pas le petit jeune de 18 ans. Le Monsieur Haredi de 40 ans, le père de famille. C'est-à-dire, je lui en veux. J'en veux de ne pas avoir pris... alors lui, il ne va pas aller prendre les armes et aller faire le truc, mais le monde Haredi, il est tellement capable de faire du chesed extraordinaire. Dans son monde, il n'y a pas meilleur. Pourquoi depuis 2 ans, tu m'as pas organisé des trucs pour montrer que tu étais avec les familles des soldats et que tu machin? Je sais pas, ça me dérange. Maintenant, ceci étant dit, il y aura des changements. Il y aura des changements. Ça va pas se faire facilement, mais ça va se faire. Ça va se faire s'il n'y a pas le choix. Ouais, il s'est passé quelque chose ce matin. Le terrible. Terrible. Macron a même tweeté pour vous dire. Donc on est tous Becharad, on est tous en train de trembler. Il y a Giorgia Meloni qui a convoqué l'ambassadeur israélien. Il y a l'ambassadeur américain en Israël qui a dit faites attention quand même. Hein. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Terrible. Il y a 4 personnes pour une procession, oui, de 4 personnes, dont le cardinal responsable du Saint-Sépulcre. La police les a empêchés de rentrer au Saint-Sépulcre pour faire la fête des rameaux. C'est leur sous-côte à eux. Ils ont des arbres comme ça qui truquent. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je crois que Jérusalem, c'est pas une question. Ça y est. C'est d'une stupidité sans nom. Et c'est... Bon, on va dire pourquoi c'est une stupidité, une supercherie. Mais là encore, pourquoi t'es pas foutu, toi, Misaël, de le dire? C'est une stupidité sans nom parce que il y avait des gens au Saint-Sépulcre pour faire la fête des rameaux. Il y en avait 50. Comme il y avait 50 personnes au Kotel, comme il y avait 50 personnes sur le mont du Temple pour prier chez les musulmans. Parce que, comme on est en situation de guerre, et que les Iraniens, ils visent aussi Jérusalem, et qu'il y a un débris qui est tombé juste devant le Saint-Sépulcre, qu'il y a un débris qui est tombé sur la colline, enfin sur la pente qui a mené au Kotel, machin, bah la loi, elle est que dans ces endroits-là où tu veux pas qu'il y ait un grand nombre de personnes, parce que si jamais il y a une sonnerie, tout le monde peut pas aller se mettre à l'abri, machin. Donc, c'est limité à 50 personnes. Ouin. C'est pareil, limité au Kotel, comme c'est limité là-bas. Mon ami, c'est pas prévu qu'il y ait le droit à avoir plus de 50 personnes pour la fête de Pessah au Kotel. Mais ce qui les dérange, Non.
Je m'en fous de ce qui les dérange. Ce qui les dérange, c'est que c'est nous qui décidons. C'est des juifs, Mais qui deviennent des c'est chrétiens. il y a fait. Mais Pas soir. quand on te dit la liberté de culte, il y a exactement la même liberté. C'est que ma femme, tous les Shabbats, elle va au kotel. Bah là, ça fait depuis le début de la guerre, avec l'Iran, qu'elle ne veut plus aller au kotel. C'est fermé. Mais comment ça, liberté de culte, un juif ne peut pas aller prier au mur dans le pays des juifs? Bah non, il ne peut pas. Il y a 50 personnes. Et c'est les gens qui habitent en général dans la vieille ville. Donc, c'est même pas l'histoire. Maintenant, Macron, il tweet. L'erreur, le problème, c'est que l'ambassadeur d'Israël à Paris, il contre-tweet pas tout de suite. Et dit, vous dites n'importe quoi, monsieur le président. Mensonge. Mensonge. Nous n'interdisons pas, il y avait 50 personnes, c'est la loi, 50 personnes dans ces lieux-là pour qu'il n'y ait pas une surpopulation à cause de la guerre, parce que nous respectons la vie humaine. Et donc, la vie humaine des chrétiens à Jérusalem est importante pour l'État d'Israël. Donc, point. Attendez, non, les chrétiens à Jérusalem, c'est important pour Israël. La vie humaine même des chrétiens à Jérusalem est importante pour Israël. Donc, on limite l'accès au Saint-Sépulcre de 50 personnes, pas parce qu'on est contre les chrétiens, mais parce que leur vie a autant d'importance à nos yeux, l'État d'Israël, que la vie des Juifs, qui sont limités aussi à 50 personnes au Kotel. Donc c'est un non-événement. Alors peut-être que le cardinal, je sais pas, de Richelieu, bon, c'est pas lui, mais peut-être que le cardinal en question, il voulait venir et c'était la 51e personne et que la police elle a dit, bah non, bah, tu peux pas rentrer. Et lui, il a dit, comment? Moi, on m'a dit, non, moi, ce que j'aimerais, c'est possible. Je ne sais pas qui c'est, monsieur le cardinal. Après, et là, alors là, monsieur Macron, ça qu'à te plaindre au système féodal chrétien qui réduit le Saint-Sépulcre. Parce que 50 personnes, l'État d'Israël a dit 50 personnes, Saint-Sépulcre. Terminé. Vous vous débrouillez. Sauf que le Saint-Sépulcre, il est divisé en 6 églises différentes. Yeah. Et il y a un statu quo. Donc il faut qu'il y ait un même nombre de chaque église. Et donc la fédération qui n'est pas forcément fêtée par tous les chrétiens au même moment s'en tape. Et dit, moi, j'ai mon quota de gens à moi, toi, tu as ton quota de gens à toi, je m'en fous. Donc, ça, c'est leur problème. Mais Kitsour, c'est une bêtise. Il n'y a pas d'interdiction du culte à Jérusalem. Tout le monde peut, mais par contre, tout le monde doit respecter la loi. Mais des voix vous diraient que les chrétiens, ils sont mignons, mais Jérusalem aujourd'hui, c'est juif, sa souveraineté. On parlait de cette souveraineté tout à l'heure. Que les lieux de culte, en plus, dans le judaïsme, surtout de monde chrétien, c'est de la avoda zara, et du coup, c'est interdit. Du coup, en fait, c'est pas cet événement, mais tous les événements qui sont depuis quelques années autour de ces lieux-là, où ça se chauffe, etc. En fait, on prépare le terrain pour leur dire, écoutez, Mais où ça se chauffe? non, il y a des Non. juifs qui crachent sur des mosquées, sur des comment ça s'appelle? Des églises, à Jérusalem. C'est absurde. Il y a des cloches qui sonnent et qui font pas plaisir à tout le monde. Il y a des choses comme ça qui sont des talirim, des trucs qui sont en place pour, empêcher tout ça quand même. Non, mais attends, c'est absurde. D'abord, on ne met pas tout dans le même panier. L'islam n'est pas du tout considéré comme une idolâtrie. Ouais, d'accord, j'ai parlé des chrétiens. Non, c'est-à-dire aussi qu'il y a des gens qui crachent sur les mosquées, machin. Ça n'a rien à voir avec l'islam ou pas l'islam. Peut-être qu'il y a un contentieux en Israël entre musulmans et juifs. Je n'ai pas entendu parler. Voilà. Je sais pas. Il y a un mec qui. Mais c'est évident que tu vas pas cracher sur une mosquée, tu vas pas détruire une mosquée, tu vas pas taguer une mosquée et une église non plus. Maintenant, tu me dis, ah oui, mais c'est une idolâtrie. Et d'après le Rambam, d'après Maïmonide, il faut détruire, enfin d'après la Torah, on n'a pas le droit de laisser des endroits d'idolâtrie debout. En Israël, il faut tout détruire. Donc allons-y gaiement, allons détruire le Saint-Sépulcre. Et Passage qui va être coupé. non, mais parce qu'il n'y a pas besoin de le couper. Pour 2 raisons. La première, c'est que C'est moi qui vais couper. C'est eux qui vont le couper. il n'y a pas besoin. Parce que d'abord, il faut savoir que le monde rabbinique est divisé en 2 quant au statut du christianisme. Pour ce qui est des rabbins séfarades, c'est de l'idolâtrie. Pour ce qui est des rabbins ashkénazes, c'est pas évident que ce soit de l'idolâtrie. Bon, tu me diras, les ashkénazim ils connaissent un petit peu mieux le christianisme que les sfaradim, puisqu'ils ont vécu chez eux. D'un côté, tu pourras me dire, ouais, mais donc, ils ont peut-être dit des choses plus sympas parce qu'ils avaient peur. EDA. En tout cas, le fait est que c'est pas évident que pour eux, c'est-à-dire pour les chrétiens, ce soit interdit le christianisme, d'après la loi juive. Pour nous, c'est interdit. Tout ça pour dire que, d'après la loi juive, ça ne rentre pas sous le coup de on doit détruire l'idolâtrie, comme il y avait avec les Cananéens. Donc non, c'est pas prévu qu'on aille détruire le Saint-Sépulcre à aucun moment.
Il y avait pas un rêve comme ça d'une Jérusalem entièrement juive, où, il y a pas «d'autres religions» entre guillemets? Ça vous dérange pas de voir un drapeau du Vatican, à 1,5 m Ça me dérange énormément. Ça me dérange énormément, mais parce que c'est de la souveraineté. C'est pas une question religieuse. J'ai pas de problème en soi que le christianisme soit là. Le christianisme a quelques petits ajustements à faire et il deviendra le meilleur allié du peuple juif pour dévoiler Dieu dans le Un monde. énorme monastère en plein centre de J'ai Jérusalem, pas de tout ça, problème ça vous avec un dérange pas? monastère. Je te dis, il y avait un monsieur qui s'appelait Jean Vassal, qui a écrit un bouquin pour expliquer quelles sont les 3 choses que le christianisme doit changer pour devenir Kasher la Méadrine. C'est quoi ces 3 choses? On arrête avec le déicide, on arrête de dire les Juifs ont tué Jésus, ça c'est bon. 2, on arrête avec le verrou Israël, c'est-à-dire on arrête de penser que les chrétiens ont remplacé Israël dans l'élection divine. 3, on arrête avec le culte de la personnalité de Jésus. Une fois que tu as enlevé ces 3 choses-là, tous les autres messages du christianisme depuis 2000 ans, ils peuvent être cachés à 100%. Et tu peux avoir, grâce à cela, un partenariat fantastique entre le judaïsme et la chrétienté pour amener le monde à être un monde meilleur. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, j'ai aucun problème donc qu'il y ait des chrétiens qui exercent leur foi en Israël. Par contre, j'ai un grand problème que tu viennes faire trôner un drapeau du Vatican, qui est un pays souverain. Alors tu me dis, c'est l'ambassade. Ok, il y a une ambassade, comme il y a une ambassade de... Il y en a Oui, il y en a une. Ça va. Sinon, ça va pas. Et que tu me dis, non, mais ce sont des territoires qui appartiennent au Vatican parce que pendant les croisades, ils les ont volés, ça m'intéresse pas. Oh bah, la France, c'est pareil avec le caveau des patriarches, machin. Le caveau Pas le caveau des patriarches, le caveau des rois. Le caveau de tombeau des rois. Le Tombeau tombeau des des rois, c'est un vol éhonté de la France, mais ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un épiphénomène par rapport à ça. C'est-à-dire, donc oui, tu me dis, t'as pas de problème avec qu'il y ait un drapeau du Vatican? Si, mais pas parce que c'est le christianisme, parce que c'est un problème de souveraineté. Ben non. Pareil pour l'islam, j'ai aucun problème qu'il y ait des mosquées et que les gens ils prient Allah. Si c'est des musulmans, des rabbins qui prient Dieu. J'ai un problème que tout d'un coup, sur les mosquées, on mette le drapeau de l'Arabie Saoudite ou le drapeau de la Jordanie ou de l'Égypte. Ça me dérange. C'est assez pour. Donc, j'ai pas un rêve d'une ville où il y aurait que le judaïsme. J'ai un rêve d'une ville où il y a le Beth Amikdash. Et où Beiti, Beit Tefila, Ikaré, le Kol Ha'ami. Que ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Et donc, même le chrétien, il voudra venir au Beth Amikdash. Parce qu'il comprendra. Avec sa toge et sa croix, il rentrera au Beth Amikdash. Il rentre pas avec sa croix. Pas avec sa croix, parce que c'est un symbole d'idolâtrie. Mais avec sa toge, pourquoi pas? Et le musulman avec les chapelets chamboules. J'ai à la brioute. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te dérange le chapelet? Moi, personnellement, ça me dérange pas forcément, mais je me dis, Beth Amikdash, quoi. Et Mara dans un collier avec des boules. Pas qu'à. En soi. Moi, je sais pas, moi, dès quand je vois. Quoi? Toi, tu vas aller au Beth Amikdash avec une kippa. Lui, il peut pas aller avec sa grande kippa. Toi, tu vas avec une barbe. Lui, il aura juste rasé sa moustache. So what? Non, moi, Beth Amikdash, je suis pas au niveau de comprendre encore le niveau du Beth Amikdash, ça. Mais quand je vois, et je l'avoue, hein, quand je vois des processions de chrétiens en plein Jérusalem, etc., ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre parce que je me dis. Mais évidemment, parce que ça te fait bien, parce qu'ils portent la croix et qu'ils te disent c'est complètement tourné vers l'idolâtrie, le culte de Jésus, machin. Donc ça, je t'ai dit, il faut l'enlever. Pas que ça, il y aurait une procession de musulmans. Je suis pas suffisamment rabbin pour me dire ah ça vaut d'Azara et ça me dérange. Non, je me dis c'est pas leur place, c'est pas. Il y a un problème. Moi, j'ai envie de te dire à des rabats, si c'est émettre ce qu'on dit. C'est à un moment donné, tu peux pas tout le temps prôner quelque chose et ne pas aller jusqu'au bout de ton prônage. Si Jérusalem, c'est Béhémet, le centre du monde, et si Béhémet, Am Israël, est censé devenir le manig, le guide, pour que le monde entier se connecte à Dieu, bah, le monde entier ne va pas devenir juif. Donc c'est normal qu'ils viennent à Jérusalem pour, à sa manière, s'attacher à Dieu. C'est ça que t'attends, c'est ça que t'appelles. Donc en fait, qu'il y ait une procession de Norvégiens avec des saurons, c'est le but. C'est le but. Je t'ai dit, on enlève les symboles d'idolâtrie, parce que ça, faut pas pousser, mais le reste, des caisses, à des rabats. C'est ta façon à toi de te rattacher à Dieu. Toi, tu as pris des juifs, tu as dit, tiens, les juifs, ils ont le Yom Kippour. Ça, c'est pas mal. Un moment d'introspection, un vrai moment magique. Là, c'est beau, ça. Et puis, Moshe, 40 jours, 40 nuits.
Ben, vous savez quoi? On va faire un petit mix. On va faire 1 mois de jeûne. Bon, on peut faire jeûner pendant 1 mois sans... donc, le tombée de la nuit, machin, on mange. Et on fait le ramadan. Folie. 1 mois d'introspection, de retour vers soi. D'abord, au niveau diététique, ça ne peut pas faire de mal. 1 mois où on se concentre sur notre fila, sur notre relation à Dieu. C'est beau. C'est beau le ramadan. Si c'est bien fait, c'est beau. Le carême, très beau. 1 mois où je me concentre sur ne pas me laisser aller à mes pulsions, machin. Yann, nous, on a un truc qui s'appelle Chodesh Elul. Alors on mange. Tiens, mais on a aussi 40 jours d'introspection. C'est très bien. Alors, le style est un peu différent. Mais c'est pas ça que ce soit différent, si c'est tourné comme il faut. Donc c'est pour ça que je te dis, j'ai pas de problème avec les processions en tant que procession. Que les gens ils viennent se rattacher à Dieu, à Jérusalem, tu veux qu'ils aillent où s'attacher à Dieu? Après, si c'est fait avec des symboles d'idolâtrie, je dirais non. Bon. Mais si c'est fait pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu et la gloire d'Israël, parce qu'au final, ça passe par Israël. Tu viens pas en terrain, tu viens pas chez toi, quoi. Tu viens chez moi. Donc il n'y a aucun problème. Fais ta procession. Mais tu sais à qui tu dois le fait de pouvoir faire ta procession. Donc il n'y a aucun problème que à la fin de la procession, tu amènes tous tes gens, tu les fais passer devant le Kohen au Beth Amikdash, le Kohen de chez nous. Et tu amèneras certainement un korban Ola au Dieu d'Israël. Pas de problème. Donc à l'entrée du Beth Amikdash, il y avait des endroits, et il y aura, où il y a le Kohen qui est là, et qui, voilà, le korban de la congrégation de Mexique, de Mexico City, qui vient pour dire merci au Créateur du monde, Dieu d'Israël, de nous avoir permis d'avoir une très belle année au Mexique cette année. Alors voilà, vous avez ici le président de la communauté mexicaine, le président, et on a le président du Mexique qui est venu. Et là, le Cohen, il dit, et voilà. Et après, il va faire le Corban Ola, Bechem Mexico, chez la Brioute. Ah non, mais faut aller jusqu'au bout du rêve. Faut aller jusqu'au bout du rêve. Il y a 100 ans, il y a un mec qui a dit comme toi. Il y a un mec qui a fait son alia de l'Europe de l'Est. Il s'appelait le rabbi Yaakov Yoel Mioussiatin. C'était un des rabbins de la Chassidoute, le petit-fils du rabbi de Rougine. Et il arrive en Israël et au lieu d'aller à Jérusalem, ou à Hebron, ou à Tibériade, Tzfat, 1921, il est arrivé à Tel Aviv. Il s'est installé à Tel Aviv. Les mecs, ils lui ont dit, Bibi, Bibi. Il dit, je m'en fiche que les gens ne fassent pas Shabbat, je m'en fiche que les gens ne pas cachère. Je vais aller dans une ville juive. Je vais aller dans une ville, il n'y a pas de mosquée, il n'y a pas d'église, une ville juive. Et il faut quand même. Non, la faute, c'était Yafo, à Tel Aviv. Il dit, moi, je vais aller dans la première ville juive. Lui, il avait ce sentiment de, je vais être entouré de juifs. J'ai vécu toute ma vie en Pologne, entouré des chrétiens, Todarba. Maintenant, j'ai envie d'être entouré de mes frères. Ça va. Donc, nous, on est revenu en Israël, on est à Jérusalem, on a le mérite d'être à Jérusalem. Tiens, on le sait que le monde entier, il est attiré par ici. Alors, Klipa Kodemet l'a pris. C'est un concept de Kabbalah qui est fondamental. Qu'il y a tout le temps une Klipa avant la Kedusha. Donc pour l'instant, les processions que tu vois, c'est la Klipa. C'est-à-dire, t'enlèves la Klipa et il reste la volonté profonde de s'attacher à Dieu. Bezrat Hashem, on a touché à beaucoup de sujets. On est 48 heures, un peu moins quand la vidéo va sortir, de soirée de Pessah. Ouh là là. Bezrat Hashem, si vous avez un dernier mot, Arav, pour conclure cette année avant Pessah. Bah, vous avez tous acheté le livre, évidemment. Ah oui, bien sûr. Ouais, évidemment. Et vous l'avez lu. Non, sinon, franchement, insistez vraiment ce soir, enfin cette année, dans le soir du Seder, insistez autant que possible sur les miracles que Dieu nous a donnés pendant cette guerre. Voilà, c'est ça qu'il faut raconter et re-raconter à nos enfants. J'ai vu qu'ils avaient fait je sais pas si tu connais, toi, tes enfants peut-être, non, j'allais te dire Hogan, machin, mais dans le monde Haredi, il y a une chanson qui est très connue, qu'on chante dans les Ganim, que c'est que Makat Bechorot, bon, il y a eu la dernière plaie, la mort des premiers-nés, alors le pharaon d'Égypte, il est parti en stress, en pyjama, pour aller dire à Moshe, partez. Et donc depuis, il y a une chanson qui
qui dit Be'emtsa halayla paro bepijama, ken ratz, bah, ils ont fait un remix. Ils ont fait un remix, alors c'est en hébreu, mais elle est géniale. Sur les Hazakot et sur Ratz la Mamad Be'emtsa halayla, Ratz la Je la mettrai. et On elle est refait. fantastique. Et même les dessins, ils sont très, très chamoudim. On vit des moments incroyables. Il faut raconter ça. Et Voilà. donc, vous nous teasez l'année prochaine, la Haggadah du Rav Eden Fison améliorée Bah, en mode Agada cette fois, peut-être. en mode Haggadah. Ouais, bah allez, avec des dessins et tout. Voilà, Allez, foncez-vous. C'est quoi avec les dessins. on vient... Non, moi je fais pas les dessins alors. Alors, c'est ce qu'est l'Agada quand même. C'est New Age, c'est une autre ambiance. Mais tu me donnes une idée complètement fou. Est-ce qu'on ferait pas, parce que c'est bien beau d'étudier la Torah, tout ça, machin, mais est-ce qu'on ferait pas une Agada avec tous ces enseignements de la Kabbalah de folie, enfin, de notre temps, quoi, mais dans un langage que nos enfants ils comprennent, avec des dessins de folie. Bon, les éditions Vav. À l'année on verra. prochaine. À l'année prochaine. Tada Rav.